Salut la team. On commence la semaine avec les actions qui sont en hausse et bon, les marchés qui sont dans l'optimisme suite au discours de Powell que vous voyez ici là, qui a parlé de baisse de taux à venir et ça va détendre un peu les marchés à venir. Donc il y a une sorte d'optimisme sur les marchés et les indices américains en tout cas en profitent. Donc les marchés boursiers sont en plein FOMO. Donc FOMO, Fear of Missing Out, la peur de louper le train. Donc la peur, les marchés sont en pleine hausse et les investisseurs en profitent et ont même peur de louper l'occasion. Donc c'est ça le FOMO, c'est la peur de louper et tout le monde se précipite pour acheter. Et donc c'est l'euphorie dans l'état actuel où on est. Donc les marchés sont même attendus plus haut. Le SP500 qui est l'indice standard, l'indice phare mondial, est à 1% de son ATH de 2021. Vous voyez? Donc on n'est plus qu'à 1%. On devrait même dépasser même son ATH. Et donc voilà, vous avez les indices de France, de l'Inde, de l'Allemagne qui sont tous à leur ATH. Globalement, tous les indices mondiaux. Donc les indices, c'est voilà, les cours voilà, des actions de chaque pays. Et donc, ici, on voit que tout est à l'ETH et le VIX, qui est l'indice, qui a aussi un indice, l'indice de la peur, est en baisse, est au plus bas depuis 2019. Donc, il y a un certain optimisme et les marchés sont tous dans l'euphorie et dans la hausse. Là, je parle de la bourse, les marchés financiers traditionnels. Vous voyez ? Donc, il faut en profiter. Ça devrait continuer puisque les banques centrales sont en pleine maîtrise de la situation et vont éviter un krach économique et une récession à venir peut-être. Donc voilà, vous voyez les rendements du trésor qui baissent encore. Donc voilà, ça montre que y a les tensions sont en train de descendre. En général, les rendements du trésor sont très impactés par rapport à la pression des marchés, des choses comme ça. Et quand la situation géopolitique, tout ça s'améliore, en général, ça décompresse les marchés et ça met moins de pression sur les rendements du trésor, des choses comme ça. Et donc, ça baisse. Voilà. C'est une pression qui est en train de descendre petit à petit. Maintenant, il y en a qui sont inquiets par rapport à tout ça. Donc, ici, on a la présidente de la FDIC, Sheila Bair, qui dit que la Fed suscite un optimisme irrationnel. Donc, pour elle, c'est irrationnel tout ça. Du marché face aux éventuelles réductions de taux. Elle prévient, elle met en garde. Donc, c'est cette dame qui est à droite ici. Elle dit qu'il y a une euphorie irrationnelle, que c'est pas logique. Bon, je sais pas d'où elle sort ça. Enfin, on voit que la Banque centrale est en train de maîtriser la situation. Et il n'y a pas vraiment de catalyseur qui montrerait voilà, hein, des choses qui se passeraient mal à venir sur les marchés. Donc, pour moi, cette euphorie, elle est plutôt rationnelle que irrationnelle. Je ne sais pas pourquoi elle dit ça. Elle a ses explications. Hein. Ensuite, elle dit qu'il faut rester prudent, apparemment. L'accent doit être encore mis sur l'inflation. Elle ne comprend pas pourquoi il y a de l'euphorie, tout ça, et qu'il faut rester prudent. Mais les investisseurs anticipent à l'horizon. Et c'est pas à court terme. Donc, elle est en train de peut-être de mélanger les choses. Mais après, je pense qu'elle sait très bien ce qu'elle dit. Donc, on verra. Maintenant, voilà, certains, eux, sont plus francs. Ici, voilà, David Rubenstein dit qu'il n'y aura pas de récession au cours des prochains trimestres. Donc, quand je vous montre des personnalités qui parlent, des personnalités en général assez respectées dans le milieu de la finance, tout ça, des gros connaisseurs, des gourous, en fait, des anciennes personnes. Et là, lui, il fait partie voilà, de ces personnes-là. Et il dit qu'il n'y aura pas de récession. Donc, une récession, c'est 2 trimestres d'affilée du PIB négatif. C'est-à-dire que ça, c'est une économie qui est vraiment cassée. Et voilà, l'Allemagne, par exemple, est en récession. L'Allemagne est en souffrance. Quand un pays est en récession, le pays est en souffrance économique. Et lui, il dit qu'il n'y aura pas de récession. Il parle certainement des États-Unis. Et là, la Fed, comme la Fed est en train de maîtriser l'inflation, tout en ayant une économie assez forte, assez résiliente, assez solide, eh ben, on peut espérer à présent, comme l'inflation continue à bien descendre, qu'il n'y aura pas de récession. C'est-à-dire que ils vont pas aller jusqu'à casser vraiment la croissance américaine et casser et refroidir, trop refroidir, on va dire, l'économie américaine. Parce que le fait d'augmenter les taux, bah, à force, ça finit par casser la croissance. C'est ce que les investisseurs craignent. Mais apparemment, ici, on va avoir un atterrissage en douceur de la croissance américaine et de l'économie américaine.
tout en ayant une inflation qui descend et qui retrouve les alentours des 2%. Donc, voilà, il y en a qui sont plutôt optimistes aussi. Et c'est pour ça que les marchés, eux, qui anticipent tout ça, les marchés, les investisseurs, hein, anticipent tout ça et sont plutôt optimistes et prennent des risques et vont acheter des actions en bourse, tout ça. Vous voyez? Donc voilà, par rapport à tout ça, regardez, hein, les preuves que les marchés se détendent. Goldman Sachs, qui est une banque prestigieuse aux États-Unis, qui abaisse sa prévision pour le Brent, donc en 2024, à 70, entre 70 et 90 dollars. C'est-à-dire que les banques voyaient le prix du pétrole chez eux à plus de 100 dollars. C'est-à-dire des prix très élevés. Mais là, maintenant, on anticipe même des baisses des prix. C'est-à-dire que la tension redescend par rapport au conflit qu'il y a entre le Hamas et Israël, entre la guerre en Russie et l'Ukraine. Donc ça met une pression sur les prix pétrole, énergie, énergétique, tout ça. Mais apparemment, s'il y a une baisse de prix, c'est que ça va se détendre. Et ça, bah, ça va moins impacter. Ça va pas, voilà, ça va détendre. Et l'inflation, ça va contribuer à faire descendre l'inflation. Et donc, bah, ça va dans la logique de la baisse des taux à venir des banquiers centraux, tout ça. Et donc, c'est pour ça que les marchés sont toujours plus optimistes et pour ça que les marchés montent, on va dire. Donc tout ça, c'est un mécanisme. Il faut connaître tout ça. Maintenant, voilà, les États-Unis ont d'autres... sont toujours dans leur combat hein, avec les guerres, les choses comme ça. Mais les États-Unis font jamais ça pour rien. Et là, vous pouvez avoir un exemple ici. Avec la Finlande, les États-Unis, vous savez, l'OTAN, c'est l'organisation militaire, on va dire, occidentale, avec les États-Unis, l'Europe, tout ça. Mais regardez, là, en fait, c'est les États-Unis qui sont derrière, on va pas se mentir. L'OTAN, tout est contrôlé par les États-Unis. Et vous voyez que là, ici, la Finlande cédera aux États-Unis le territoire des laboratoires biologiques. Donc la Finlande qui vient officiellement de rejoindre l'OTAN, vous voyez, qui tombe en fait sous le joug américain. Et donc voilà, ils commencent déjà à céder. Donc voilà, la Finlande, elle aussi, va devenir un pays contrôlé, corrompu, etc. Comme la majorité des pays voilà, qui composent l'OTAN. Et voilà, et même l'Union européenne, tout ça, c'est assez corrompu, tout ça. Tous à la botte des Américains, tout ça. Donc voilà, que les Américains continuent à maîtriser la situation mondiale. Et donc en Europe, en tout cas, consolidation en vue en Europe, avant l'inflation. Donc en Europe, on va avoir les chiffres de l'inflation qui normalement devraient continuer à baisser, tout ça. Et là, pour le moment, il y a une consolidation. Le CAC 40, les indices européens ont explosé et sont à leur ATH. Maintenant, ça corrige, tout comme sur les marchés américains. On a une correction en ce moment. Et même sur la crypto, où on va venir dans un instant, tout est en train de corriger. C'est une correction saine, comme j'ai titré la vidéo. Correction saine en vue. Et on va le voir juste après pour les marchés crypto. Donc voilà, l'inflation diminue et tout redescend. Et là, on a une baisse importante de l'immobilier. Tout ça, c'est les hausses de taux et justement des banquiers centraux pour casser la croissance, pour faire baisser l'inflation et tous les prix. Et quand on parle d'inflation et de prix, bah, tout baisse dans tous les secteurs et donc dans l'immobilier. Et là, vous avez, voilà, même en Europe, donc il y a voilà, les taux augmentés aux États-Unis, mais aussi en Europe. Hein. En Europe, c'est la Banque centrale européenne qui joue avec les taux pour casser la croissance. Et là, c'est la Banque centrale européenne. Vous avez aussi la Banque de France hein, qui maîtrise ces taux. Mais bon, c'est plus maintenant au niveau européen. En tout cas, actuellement, c'est Christine Lagarde qui gère tout ça. Madame Christine Lagarde. Et donc, voilà, ça impacte au bout d'un moment l'immobilier. Donc, on voit qu'en Ile-de-France, ça a baissé de 6,8% sur un an. Et en province, 3,5%. Donc voilà, les notaires en France sont sur 2. Il y aura une baisse significative dès janvier. Les ventes de logements anciens en 2023 ont continué une baisse notable. Donc voilà, ça va continuer à baisser puisque les taux sont à des niveaux très élevés. Donc ils cherchent toujours à casser la croissance et refroidir l'économie. Et donc ça devrait continuer. Et d'ici mi-2024, on devrait avoir des prix attractifs au niveau de l'immobilier. En tout cas, le premier semestre 2024. Donc maintenant, ça va être peut-être l'occasion à pas manquer au niveau de tout ça là. Donc voilà par rapport à tout ça. On passe sur les cryptos. Et là ici on a Mobile. Alors je ne sais pas si c'est Helium ou... Et voilà, vous avez Helium Mobile. Mais vous avez aussi HNT. Je ne sais pas il est où. Mais vous avez aussi le... Voilà, il est là.
Et vous avez Helium. Donc il y a Helium, Helium Mobile. Quand je suis allé sur CoinMarketCap, c'est les deux mêmes sites. Donc ça parle du même réseau, tout ça. Je ne sais pas si Helium a fait un rebranding ou pas. Mais en tout cas, voilà. On verra. Mais sinon, voilà. En ce moment, les marchés sont en train de corriger. Le Bitcoin est revenu aux 40K. Et là, se stabilise aux alentours des 41K. Correction saine. Voilà. C'est dans un range. J'ai déjà fait une vidéo avant qui parlait de range. On est dans cette phase de range. Pour plus tard un peu, aller maintenant, c'est bien parti pour casser et exploser les 50 000. Là, on est parti pour ça maintenant à présent. Avec cette correction. Dure maintenant. Depuis au moins 1 ou 2 semaines. Et donc, c'est de bon augure. Je rappelle que les ETF spot Bitcoin qui vont être proposés par les grands acteurs de la finance américaine sont sur le point d'être lancés bientôt. Donc, ETF, c'est-à-dire Exchange Trading, Exchange Fund Trading, ETF, Exchange Fund. Ah, je sais même plus le mot. Bon, je vais le taper là sur Google parce que j'ai du mal là. ETF. On va aller voir ça pour vous faire la traduction. Donc, qu'est-ce qu'un ETF? Alors, faut négocier en bourse, hein, mais en américain. Alors, je sais pas trop si on va le marquer sur Wikipédia. Voilà, c'est Exchange Traded Fund. Donc, en gros, pour vulgariser rapidement, hein, c'est comme un tracker d'actions ou d'indices. Donc, c'est pour les investisseurs qui n'ont pas trop le temps de s'exposer ou de regarder trop d'actions ou des choses comme ça. En fait, vous allez prendre des ETF, donc comme ça va être des paniers d'actions directement ou des paniers de secteurs. En fait, par exemple, vous avez des ETF sur l'intelligence artificielle, des ETF même sur les États, ou sur l'Asie. En fait, ça va regrouper toutes les actions d'Asie, des ETF monde pour regrouper toutes les meilleures actions mondiales ou des ETF qui reflètent les indices. Et en fait, c'est des trackers qui vont répliquer les cours des actions qui les composent, des paniers d'actions ou voilà, des indices américains ou européens, tout ça. Et en fait, avec ces ETF, vous avez un panier directement constitué et voilà, ça donne une performance moyenne et qui monte comme ça sur le temps. Ça, les ETF, c'est plus sur le long terme, on va dire. Et donc, voilà, c'est pour faciliter les choses, plutôt que d'aller choisir soi-même ses actions, à vouloir essayer de battre les indices, tout ça, de sélectionner les choses soi-même. Les gens, en général, n'ont pas de temps. C'est pour ça que les ETF sont très prisés. Vous vous exposez directement à un panier de valeurs auxquelles vous croyez. Et voilà, et ça a une performance moyenne et ça monte comme ça sur le temps. Vous voyez? Donc voilà par rapport à ça. Et donc, où j'en étais, je sais même plus. Et donc voilà, hein, par rapport aux ETF, là, on va passer aux cryptos maintenant. Je sais pas pourquoi j'en suis venu aux ETF, mais on avance. Et donc, on va parler de la tokenisation rapidement sur la blockchain, les choses comme ça, juste pour vous aussi vous expliquer et rappeler en tout cas ce que c'est. Et ensuite, on va y aller observer le cours du Bitcoin. Donc la tokenisation. Ici, dans la crypto, la technologie blockchain, ça va être question de tokenisation. Et donc, dans la tokenisation, c'est le processus qui représente un actif réel par un token. Et en fait, là, sur la blockchain, on va parler de token et ça va représenter des actifs. Les actifs, ça va être des choses que l'on va posséder comme du Bitcoin, de l'Ethereum, de choses comme ça. Et en fait, vous avez deux types de tokens pour la tokenisation. Vous avez les tokens fongibles et les tokens non fongibles, qu'on appelle NFT. Vous voyez? Donc, les tokens fongibles, c'est en fait, vous voyez ça pour vulgariser, un Bitcoin, c'est un token fongible. Donc, c'est comme de l'euro ou du dollar. En fait, un Bitcoin, vous pouvez en avoir 2, 3, 4 et vous pouvez vous les échanger. Vous voyez? Et c'est enregistré sur la blockchain. Et ça, c'est un actif qui est fongible. C'est un token, puisque là, on est sur la blockchain. C'est un token qui est fongible. Les NFT, c'est des tokens non fongibles. La différence, c'est que là, un NFT, vous ne pouvez pas avoir 2, 3, 4 NFT ou tokens non fongibles. En fait, un NFT, c'est unique. Et c'est enregistré aussi sur la blockchain, mais c'est unique. Vous ne pouvez pas avoir 2 NFT pareils. Alors que Bitcoin, c'est la même valeur. Vous pouvez avoir, vous, un Bitcoin, l'autre personne, un Bitcoin, ou de l'Ethereum, ou de Solana. Et plusieurs personnes peuvent avoir ça. Le NFT, ou le token non fongible, il ne peut pas se reproduire. C'est un seul, unique. Et en fait, c'est enregistré à votre nom sur le registre de la blockchain.
Et donc, il ne peut pas y avoir deux NFT pareils, deux non-fungible tokens pareils. C'est pour ça que les collections de singes, d'art et tout ça, qui sont représentées comme des NFT, ou plus tard des propriétés immobilières, vous aurez en fait l'immobilier qui va se tokeniser, qui va se fractionner, et chaque bout d'immobilier, vous allez pouvoir en acheter, et ce seront des NFT, en fait des registres, des bouts d'immobilier uniques qui seront enregistrés sur la blockchain à votre nom, et ça, voilà, que personne ne peut posséder, c'est à vous, c'est votre possession. Et j'espère que vous commencez à voir, et bah, dans la blockchain et le métaverse, dans le monde de demain, on sera dans un monde métaverse et on commercera en NFT ou en token fongible. Et voilà, ça aura une certaine valeur. Vous voyez? Donc voilà, par rapport à la tokenisation, ça arrive. Hein. Et là, vous allez avoir, vous avez plein d'avantages. Hein. Le fractionnement, la transparence, la traçabilité, la sécurité. Tout ça, c'est des avantages de la tokenisation. Et bien sûr, là, vous avez, ça concerne l'immobilier, voilà, la monétisation du crédit carbone, tout va se tokeniser. Hein. Tous les actifs du monde réel vont se tokeniser et c'est ce qu'on va appeler, en fait, vous avez même les matières premières, tout ça, et les droits d'auteur. Et là, on va appeler ça la Real World Asset. Donc, la tokenisation des actifs réels. Et le monde va se tokeniser. Les matières premières, les véhicules, tout aura une valeur sur la blockchain. Et dans le monde plus tard, dans le monde parallèle, métaverse, tout ça. Vous voyez? Et ça, c'est un gros narratif qui arrive. Et donc ici, ils parlent de quel avenir pour la tokenisation. Ils disent que la tokenisation d'actifs du monde réel, donc Real World Asset, est en passe d'atteindre une valeur de 16 milliards de dollars d'ici 2030. Donc je ne sais pas si vous représentez 16 milliards. Apple, qui est très capitalisé en bourse, vaut 3000 milliards. Vous voyez? Et là, on parle de 16 milliards. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc là, c'est même enfin, pas 10 fois plus, mais au moins 7-8 fois plus qu'Apple, ça représente. Je ne sais pas si vous vous imaginez. C'est pas 3 milliards, c'est 16 milliards. Vous voyez? Quoique, attendez, Apple, je crois que c'est 3 trillions, pardon. Apple, c'est 3000 milliards. Donc là, non, 16 milliards, c'est... Non, là, ça reste peu par rapport à Apple. Excusez-moi. Enfin, Apple, c'est 3000 milliards, je crois. Je sais pas 3 milliards, c'est 3000 milliards. Donc Apple, c'est beaucoup plus gros. Mais Apple, le monde entier possède des produits Apple. Là, quand même, d'ici 2030, on est déjà à 16 milliards. C'est déjà un bon paquet pour commencer. Vous voyez? Donc désolé pour cette erreur, mais voilà. Et ça va remonter, hein, ça va continuer à monter. De plus, le nombre d'adresses détenant des Real World Assets sur la blockchain d'Ethereum a doublé en seulement un an, passant de 17 900 à plus de 43 000, vous voyez, de possesseurs d'adresses en fait. Donc c'est en train d'exploser ce narratif-là, on n'en est qu'au début. Et il y en a de plus en plus. Et c'est vrai que c'est la blockchain Ethereum qui est en train de concentrer ce narratif-là. Et c'est pour ça qu'Ethereum va surperformer. Parce que sa blockchain sera massivement utilisée pour ça et le volume de la blockchain Ethereum va donc exploser et donc le prix d'Ethereum, qui aura beaucoup de transactions, tout ça, bah, le prix d'Ethereum va augmenter énormément dû à la valeur qu'Ethereum va apporter. Vous voyez? Donc voilà, tout, absolument tout va se tokeniser. On avance. Donc voilà pour ce cours. Donc maintenant, si on revient sur aujourd'hui les prix de la crypto. Je branche le... Voilà. Donc, par rapport au Bitcoin, donc comme je vous ai dit, là, on est en train de casser. On pourrait aller plus bas hein, et casser la zone de résistance ici. Maintenant, elle est... on va voir ça. Ce n'est plus vraiment 36K, mais apparemment, maintenant, ce serait 40K. Donc, 40K, c'est la première grande zone de résistance. On est au-dessus, on est à 41K. Il semblerait que là, on stabilise et qu'on va remonter. Mais il ne faut pas casser les 40K. Après, si on casse, bon, bah, la prochaine zone sera certainement 36, voire encore plus bas 32. Là, j'ai du mal à voir ce scénario avec les ETF qui ont... ah, voilà, bah, c'est des ETF Bitcoin Spot que je parlais tout à l'heure, oui. Donc, j'ai du mal à voir ce scénario avec justement les ETF Bitcoin Spot qui arrivent. Et donc, en fait, ça va être un tracker qui va suivre, qui va permettre aux investisseurs millionnaires, c'est ça, j'avais perdu le fil tout à l'heure. En fait, les ETF, ça va permettre d'exposer tous les investisseurs des grandes banques, les investisseurs fortunés, de s'exposer au Bitcoin. Et comme c'est des ETF Bitcoin, donc les investisseurs vont pouvoir s'exposer dans leur portefeuille, dans leur patrimoine, mettre
exposés au Bitcoin. Et là, c'est des ETF Bitcoin Spot. Donc, en fait, les émetteurs comme BlackRock, les géants fonds qui vont proposer ces ETF, en fait, vont devoir acheter en réel du Bitcoin. C'est pour ça qu'on dit spot. Ils vont devoir détenir et donc acheter. Et ça va faire vraiment... Ça va avoir un impact sur le prix du Bitcoin et ça va faire exploser le prix du Bitcoin. Parce que les émetteurs vont devoir détenir des vrais Bitcoins pour le proposer à leurs clients. Et c'est ça qui va faire exploser les prix du Bitcoin. Donc, j'ai retrouvé le fil par rapport aux ETF. Et donc, voilà. Là, c'est pour ça que je pense pas qu'on va revenir en dessous des 40K, mais ça reste possible. Vous voyez. Et donc là, oui, actuellement, on corrige. Et c'est donc une opportunité d'achat. Après... Faut voir. Certains vont penser que ça va aller encore plus bas. Donc, chacun voit par rapport à ses convictions. Vous voyez. Moi, mes convictions, c'est que on va se stabiliser et ranger avant l'annonce des ETF et exploser après. Et donc, voilà. On suit son cours. Donc là, voilà, on en est là. Et donc, si on continue la suite ici, bah, on voit que quand même, c'est la hausse qui nous attend. La hausse qui nous attend là. Et donc, voilà. Hein, on verra. Là, peut-être qu'on dirait qu'on part dans le sens contraire et qu'on va plutôt aller plus bas maintenant. Mais si on suit les cours traditionnels, il se pourrait là qu'on fasse comme les bougies blanches là et qu'on continue à augmenter et à aller vers les 50K. Donc, on verra. Pardon. Donc, si on prend de manière plus reculée, on est comme d'habitude dans un pattern où on est en phase haussière et donc sur le moyen long terme, on devrait continuer à augmenter. Donc là, sur le court terme, on est en correction. Pour le jour, voilà, la semaine peut-être. Et sur les semaines, mois, on devrait normalement ranger ou continuer dans une phase montante, on va dire. Donc tout ça, c'est de bon augure. Et donc voilà, hein, quand on regarde les cycles, c'est tous les jours la même chose. Donc là, on rentre dans le carré, on va dire rose, là, ici, violet. Et regardez ce qui s'était passé dans les fois précédentes. Donc, on va être dans cette phase-là de hausse pré-halving, on va dire. Et juste après le halving, donc en avril 2024, normalement, c'est le post-halving bull run. Normalement, on devrait être dans un carré vert qui va nous emmener peut-être autour des 250 000 d'ici la fin du prochain bull run. Donc, voilà, hein. À partir de avril 2024, préparez-vous, ça devrait encore plus exploser. Mais là, on devrait quand même connaître une phase de hausse un peu avant là. Donc, c'est toujours la même chose. Hein. Donc, si on regarde sur le court terme, on est parti pour de la hausse encore quand on regarde les chandeliers et on regarde les RSI en dessous. C'est tous les jours pareil. Enfin, c'est tout le temps pareil. Et donc, ça, c'était, regardez, ça, c'était en 2015-2016. Là, on est en train de faire la même chose. Donc, là, à gauche, maintenant, on devrait faire la même chose et aller plus haut comme en 2015-2016. Donc, c'est des cycles de 4 ans. Ça se répète à chaque fois. Tous les jours, la même chose. Enfin, tout le temps, la même chose, je veux dire. Et donc, voilà. Hein. Ici, je vous l'avais montré de manière différente. Mais on va bientôt rentrer dans le carré vert. Bientôt. Et on devrait aller chercher des records. Autour des plus de 150 000, 250 000, on verra. Toujours pareil. Donc ça bouge pas. En tout cas, ici, voici une stratégie intéressante. Quoi qu'il arrive, que ça monte ou ça baisse, on achète. Voilà. C'est aussi une possibilité. Après, si vous voulez essayer de timer le marché, qui n'est pas toujours garanti, eh ben, vous essayez de ne pas acheter quand ça baisse. Mais une stratégie qui marche et on ne se prend pas la tête, et ben on achète tous les mois, toutes les semaines, comme vous voulez, que ça monte ou que ça baisse. Et après, de toute façon, sur le long terme, ça va monter. Donc plus tard, dans quelques années, ensuite, il faut tirer vos gains. Ça, c'est la manière pour ne pas se torturer l'esprit, tout ça. Vous voyez. Donc très important. Je vais garder d'ailleurs cette image. Voilà par rapport à ça. Et donc Michael Saylor, qui est un big fan du Bitcoin, un fanatique même. Et pour l'instant, son pari est gagnant. Hein. Maintenant, il est en profit sur le Bitcoin. Et lui, il est en train de faire ce que je vous ai montré juste avant. Donc lui, que ça monte ou ça descend, il achète. Il a une conviction inébranlable sur le Bitcoin. Et il pense même que le Bitcoin atteindra 350 000 $ en 2024. Bon, là, et je trouve que c'est un peu optimiste, mais ça reste encore dans les cordes. C'est pas sûr. Déjà, allons à plus de 100K. Dépassons même les 200K et on en reparlera. Mais 350 000, ça, je vois ça plutôt en 2025. Tout à la fin du
full run. Et encore, c'est pas sûr. Donc on verra. Il est un peu optimiste, je trouve, mais bon. C'est quelqu'un qui réfléchit. Il a une entreprise en bourse, MicroStrategy, qui est, voilà, c'est un PDG quand même, multimilliardaire. Donc il sait de quoi il parle. Donc, concernant les altcoins, donc là on a parlé du Bitcoin, la principale crypto. Les altcoins, c'est toutes les cryptos, sauf le Bitcoin. Donc même Ethereum, tout ça, fait partie des altcoins. Et là, donc là, on a l'altcoin market cap, donc qui regroupe toutes les autres cryptos sauf le Bitcoin. Et regardez, on est dans un trend très intéressant. On entre dans le uptrend ici, là, que vous voyez. Et là, on devrait aller bien plus haut. Donc, vous voyez que sur le moyen long terme, on a de la hausse qui nous attend. Donc, quand je vous dis ça, c'est pas sûr que ça va se passer. Hein. On peut avoir un scénario même de catastrophe. Mais quand on regarde et quand on se fie au cycle précédent, eh ben, c'est toujours pareil. Et là, ce qui nous attend quand on regarde les cycles précédents, regardez ça, c'était le passé, eh ben, c'est ce qui nous attend. Voilà, c'est un nouveau cycle et que ça va monter exactement comme les fois précédentes. Donc là, on a baissé ça fait plus de 2 ans ou quasiment 2 ans qu'on est en baisse. Donc voilà, c'est des cycles. On ne peut pas non plus, voilà, avec la promesse de la blockchain, des cryptos, rester comme ça. Ça va progresser, ça va être adopté et on y vient justement. Et là, si on regarde de cette manière, là, on est toujours sur les altcoins. Voilà, on a rebondi. Et là, maintenant, quand on regarde le chart, bah, on attend d'autres hausses. Là, on a une correction saine à l'heure actuelle, mais ça va aller bien plus haut. Et donc, si on regarde maintenant bah, les altcoins et les blockchains, tout ça, on voit que sur les blockchains EVM, donc EVM, c'est une norme en fait qui est liée à Ethereum. Et vous avez beaucoup d'autres blockchains qui ont des normes à la Ethereum, comme Avalanche, tout ça. Et ben les inscriptions montent en flèche. Donc on voit que ça monte hein, sur les réseaux là. Là, surtout Layer 2, d'Ethereum, tout ça. C'est une norme que Ethereum a mis en place. Et les blockchains qui constituent liés à Ethereum, on va dire, les nombres d'adresses sont en train d'exploser là. Vous voyez beaucoup de rouge, comme Optimism là, qui est en train d'exploser là, le rouge là. Et même le noir, c'est Arbitrum. Et Optimism, là, ça explose. Là. Le nombre d'adresses sur Optimism et Arbitrum. Donc, c'est des Layer 2 qui sont des couches. Quand je dis Layer 2, en fait, c'est des couches par-dessus le réseau principal, là, Ethereum. Donc, Ethereum a une deuxième couche qui va venir apporter de la vitesse et des coûts plus faibles pour aider le réseau à aller plus vite. Vous voyez? Et donc là, c'est justement ces réseaux sont en train de voir une explosion au niveau de leur adresse, donc une fausse utilisation au niveau de leur adresse. Vous voyez? Donc ça progresse, ça montre là qu'il y a une adoption et qu'il y a un certain volume qui passe des choses, on va dire, sur leur réseau. Mais le réseau qui explose le plus, c'est un autre réseau qu'on appelle Layer 1, donc concurrent d'Ethereum. Concurrent d'Ethereum. Donc les Layer 1, c'est les blockchains, c'est les réseaux de niveau 1. Donc c'est les réseaux principaux. Ils vont venir où vous allez pouvoir utiliser des services grâce au smart contract, donc des contrats intelligents qui vont s'appuyer sur ces réseaux et qui vont automatiquement exécuter les tâches pour vous. Vous voyez, bon, c'est assez complexe, mais de temps en temps, j'essaierai de vulgariser tout ça. Et là, Solana, donc qui est un réseau Layer 1, donc réseau de couche 1, comme Ethereum, vient de dépasser le million d'inscriptions. Donc sur Solana, ça va à une vitesse en ce moment. Et Solana, c'est le réseau qui croît le plus vite en ce moment. Qui a le plus de volume de transactions, tout ça. Et regardez, ça c'est le volume au niveau de la DeFi, je crois. Et regardez, c'est assez impressionnant. Solana en vert ici, qui surpasse tout là. Qui est au-dessus de la BNB Chain, de Polygon, des autres réseaux. Même de Bitcoin, tout ça. Solana, c'est le réseau, en tout cas parmi tous les grands réseaux, Ethereum, Polygon qui est un réseau de deuxième couche sur Ethereum, vous voyez, et BNB Chain qui est un autre réseau à part. Et donc là, vous voyez que Solana et le réseau explose tout. Et donc son prix devrait continuer à exploser. Le Sol, la crypto Sol, avec le ticker Sol, devrait exploser. Avec toutes les diaps qui composent l'écosystème Solana, donc le réseau Solana. Vous voyez. Donc voilà, et Solana, vous savez qu'il y a un téléphone. Ils ont un téléphone avec un UX Web 3, donc avec une expérience fait spécialement pour la blockchain, tout ça. Et donc ce téléphone a certes, oui, fait un flop, comme on s'y attendait tous, mais là, initialement boudé, là, le téléphone Solana font l'objet d'une frénésie dans la communauté crypto. Et donc sur eBay, certains modèles se vendent
jusqu'à 5 fois les prix des derniers iPhone d'Apple. Vous voyez? Donc là, il y a une frénésie autour de ce téléphone. Je pense que dans un second temps, le téléphone Solana qui s'appelle Saga va avoir du succès. Ou en tout cas, l'UX qu'il compose, je pense que plus tard, ça va remplacer même l'iPhone, tout ça. Donc Solana a une deuxième, on va dire, un deuxième business qui pourrait lui rapporter gros. Non seulement ils explosent on-chain, donc voilà, on va dire sur le réseau, blockchain, tout ça, donc on-chain, mais même off-chain, ou même les business de Solana, de vente à l'extérieur, et son téléphone là, pourrait apporter, et là, il pourrait prendre une énorme part de marché, même à Apple, les téléphones en, voilà, Samsung, Huawei, tout ça. Donc ça sera à surveiller. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo. Là, regardez les cryptos dans la tendance. Vous avez Bonk qui est toujours en tête. C'est le même coin, donc la blague dans l'écosystème Solana justement. Donc ça montre hein, que l'écosystème Solana est toujours dans la hype. Vous avez Helium Mobile aussi, qui compose l'écosystème Solana. Et Solana qui est en 11e place là. Vous avez Helium, hein, vous voyez. Donc Solana, c'est vraiment l'écosystème qui explose. Internet Computer aussi qui est revenu sur le devant de la scène là. Et qui prend un plus 70% en une semaine. Donc il faudra surveiller ce qui se passe de ce côté-là aussi. Donc voilà pour cette vidéo. Donc le résumé c'est quoi? C'est que les marchés boursiers sont en pleine euphorie. Vous voyez, et donc ça devrait continuer à monter dans les prochaines semaines. Avant que tarde un peu trop avec des taux qui deviennent élevés trop longtemps. Donc pour le moment... Allez, dans les prochains mois, les marchés boursiers devraient continuer à monter. Donc, c'est le résumé. Et sur les marchés crypto, là, on est en phase de correction. Mais pour aller plus haut. Donc, globalement, sur les marchés, que ce soit bourse et crypto, ça devrait continuer à monter. Donc, c'est le résumé de tout ça. Là, sur les cryptos, c'est rouge, ça corrige. Mais on devrait... Là, il faudrait en profiter. Et ça devrait continuer à monter sur les prochains jours et semaines. Donc, voilà. On reste là. Force à nous, hein. N'hésitez pas à liker, vous abonner, tout ça. Et on se tient au courant dans la semaine pour d'autres vidéos. Allez, à plus.